Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Claus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe PS au Parlement bruxellois et également échevin du tourisme à la ville de Bruxelles. Et c'est d'abord de cela dont on va parler d'ailleurs, parce que vous avez dit la semaine dernière que vous vouliez plus de musées à Bruxelles, que Bruxelles devait vraiment être une ville de musées. Et aujourd'hui, justement, vous lancez, vous inaugurez ce qu'on peut appeler un musée de la mode. Ça s'appelle le MAD. Vous en êtes très fier d'ailleurs. Hein. Mais oui, d'abord, le MAD, c'est d'abord un outil d'assistance aux créateurs, à la création à Bruxelles, en plein dans le quartier d'Ansart, qui est connu comme étant ce quartier de la création. Et on a inauguré un bâtiment magnifique. L'association existe déjà depuis 5 ans. Mais vraiment, on est très fiers du travail qui a été fait par V+, le bureau d'architecture, et par Rotor, parce qu'ils ont réussi à magnifier un bâtiment et un lieu dédicacé à la création. Et vous croyez que ça peut attirer des touristes, ce genre de musée ou de maison? Alors, ce qui peut attirer les touristes, c'est ce qu'est Bruxelles. D'abord une ville-monde, la deuxième plus grande ville-monde du monde, avec le plus de nationalités, le fait qu'il y a un bouillonnement de culture, le fait que c'est une instance de décision, avec la Commission européenne, le Parlement, le Conseil, l'OTAN, que ce soit un endroit où il se passe toujours quelque chose. Mais mon objectif, ça n'est pas que les touristes. Par exemple, dans le MAD, notre premier objectif, c'est aider les créateurs. À travers ça, on fait les expositions pour les Bruxellois, les Belges et aussi les touristes. Je crois que c'est cet ensemble, ce projet de ville commun qui permet de donner une dynamique à Bruxelles. Et à côté de la mode, vous voulez rendre aussi à Bruxelles une place importante en matière de bière, à la Bourse. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser la Bourse pour parler de bière? Alors d'abord, la Bourse est un bâtiment iconique pour tous les Belges. C'est là qu'on fête et qu'on commémore. On l'a vu, on fête les victoires de Diable Rouge et en même temps, c'est là que les Belges se réunissent après les attentats terribles du 22 mars. Et donc, on a voulu d'abord se réapproprier ce bâtiment. En 2010, la ville de Bruxelles a racheté le bail du bâtiment et on a fait un grand concours d'architecture et on va rendre le bâtiment au public. C'est-à-dire qu'on va d'abord créer une grande galerie publique qui traversera le bâtiment de part en part de façon complètement gratuite et où tout le monde pourra voir vraiment la magnificence de ce bâtiment. Parce que 99% des gens ne sont jamais rentrés dans la Bourse. Et on le voit pour l'instant, on a une magnifique exposition du photographe Steve McCurry. On a près de 1000 personnes par jour qui viennent visiter la Bourse et cette exposition. Mais sur la bière. Et à côté de cela, dans ce qui était les caves, les côtés et le toit de la Bourse, on va installer une expérience autour de la bière belge. Vous savez, la bière belge, c'est comme le chocolat belge. C'est ce qui fait partie de notre patrimoine, notre artisanat. Aujourd'hui, l'UNESCO ne s'y est pas trompée. Elle a reconnu la bière belge comme patrimoine immatériel de l'humanité, avec ses spécificités, ses différents arômes, la façon dont c'est préparé. Et on veut, à l'instar de ce que font Dublin et Amsterdam, montrer à Bruxelles également le savoir-faire des Belges. Donc c'est une expérience de bière et non pas un musée de la bière. Voilà, le musée est un peu statique là-dessus, mais vous développez ce que l'on veut faire au niveau des musées. Oui. C'est vrai qu'il faut souligner le boulot de Rudy Vervoort et de son gouvernement par rapport à l'installation d'un musée d'art moderne. On l'aura vraiment, ce musée? Ah, moi je suis convaincu. Les fonds sont développés. On a acheté ce bâtiment. On a mis les équipes en place. Le bâtiment Citroën. Ouais. Le bâtiment Citroën. Un accord a dû être fait avec le musée Pompidou, je le rappelle, parce que le fédéral, la NVA, refuse de travailler avec la région bruxelloise. On a quand même un problème dans ce pays où nos collections sont à partie, refuse de les exposer, nous promet des études, mais en fait on sait très bien que le seul but de la NVA, que ce soit d'ailleurs pour les musées du cinquantenaire ou les musées royaux, c'est de répandre les collections et notamment d'en faire rapatrier vers la Flandre. Et donc, vous croyez qu'on doit toujours passer par la NVA pour obtenir tout ce qu'on veut? Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se débrouiller nous-mêmes? Ah ben, c'est ce qu'on a fait. Vous l'avez fait avec Pompidou, mais on peut le faire avec des collections privées. Très clairement, dans tous nos projets, on le fait sans la NVA, puisqu'on sait que ce parti veut la démolition de la Belgique. C'est l'article 1 de ses statuts, on semble parfois l'oublier, parce que les gens regardent parfois avec un peu de sympathie. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas un dossier où on peut avancer quand c'est la NVA qui est aux manettes. Ça n'existe pas. Il y a chaque fois un blocage. Aujourd'hui, Bruxelles ne peut pas se permettre d'attendre. Bruxelles doit se redresser. Et malheureusement, la NVA est au niveau du fédéral et fait tout pour enquiquiner Bruxelles, voire l'asphyxier. Alors parlons tourisme. Hier, vous avez décoré Pierre Richard. Est-ce que ça veut dire que ça fait un touriste? Pierre Richard est un touriste de plus? Ou bien ça va faire attirer des touristes qui vont voir ce genre de choses? C'était un acte extrêmement symbolique et j'ai rencontré surtout quelqu'un franchement charmant et de toucher. En fait, Pierre Richard a des attaches énormes avec la Belgique. Son grand-père était belge, il est né à Valenciennes, qui est juste à côté de la Belgique, donc il a grandi dans cet esprit belge, c'est un ch'ti. Et tous les Belges ont quelque chose de Pierre Richard en eux. On a tous vu ces films, qu'ils soient touchants, drôles, les comédies, mais aussi les drames. Et il est venu vraiment, on s'est dit, tiens, c'est en fait son producteur qui nous avait contacté par rapport à cela. On s'est dit, mais oui, pourquoi pas, il y a un vrai sens. Tout comme les Magritte, lui avaient remis un Magritte d'honneur il y a 2 ans.
Et j'ai vraiment rencontré quelqu'un de touchant, qui a envie de parler de Bruxelles positivement, qui aime cette ville, Ça qui veut la dire que connaît vous bien. voulez peopleiser Bruxelles? Non, mais Bruxelles est déjà people. Ça a toujours été une ville. Vous savez, les Bruxellois ne se rendent pas compte, mais on est une des villes les plus citées dans le monde. Beaucoup de gens habitent chez nous. Des gens ont choisi. Vous parliez du MAT. On est en train d'inaugurer une exposition à partir de demain. Dans les 6 designers qu'on met en avant, une est hollandaise, l'autre est allemande et un troisième est français. Et ils ont tous choisi de venir créer à Bruxelles. On est une ville-monde et on doit l'assumer. Alors, pendant les vacances de Pâques, les activités ont plutôt bien marché. Mini-Europe et l'Atomium ont multiplié par 3, évidemment, par rapport à l'année dernière, c'est après les attentats. Il y a aussi de bons scores pour Océade. Ça veut dire que c'est reparti, que le tourisme est reparti à Bruxelles? Alors, on a vécu une année très noire en 2016, il ne faut pas se le cacher. C'était Bruxelles qui était déchirée dans sa chair avec les attentats et tout ce qu'on a pu vivre. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est une année noire mais pleine d'espoir. Et on a vraiment senti la région, les communes, la ville, les entreprises privées s'unir pour redresser au plus vite Bruxelles. Des grosses campagnes ont été dégagées. On a mis des moyens et aujourd'hui on en voit les fruits. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore revenu au chiffre de 2015, mais on s'en approche. Et donc on sent qu'il y a une nouvelle dynamique urbaine et je rappelle que le tourisme, c'est 35 000 emplois en région bruxelloise. Donc c'est extrêmement important. Ça fait partie de l'ADN économique de notre région. Et on sent que cette dynamique, elle est vraiment en reprise. Est-ce que les campagnes belges, par exemple la campagne du fédéral qui a été lancée hier, est-ce que ça ramène du monde pour Bruxelles ou bien ça a des effets plutôt en Flandre ou en Wallonie? Bruxelles, c'est la porte d'entrée. Donc très clairement, ce qui est bon pour Bruxelles, ce que j'essaie parfois d'expliquer à mes amis flamands, est bon pour la Flandre. Quand Bruxelles s'est écroulée en 2016, c'est à ce moment-là que Bruges, lui, a carrément coulé en termes de tourisme. C'est bien la preuve que c'est via Bruxelles que les gens vont visiter certaines villes flamandes. Et donc, voilà, Bruxelles, on a la chance de jouer un peu dans la Champions League des villes européennes, à même stade qu'Amsterdam ou Vienne. On n'est pas encore avec Paris et Londres, évidemment. Et donc, toutes les villes en Belgique profitent de la notoriété de Bruxelles. Et donc, quand Bruxelles va bien, les autres villes belges vont bien aussi. Alors, parlons un peu du secteur hôtelier. L'Écho, le journal L'Écho, a mis en cause il y a quelques jours le patron de Visit Brussels, Patrick Bunting, évoquant des conflits d'intérêts, puisqu'il est à la fois le patron de Visit Brussels, mais il est aussi vice-président d'une plateforme de réservation hôtelière et aussi administrateur d'un hôtel, l'hôtel Bellevue. Alors, quel est l'avis de l'échevin du tourisme là-dessus? Écoutez, moi, je crois qu'avec Patrick Bunting, je peux le dire, j'étais présent de Visite Bruxelles quand on l'a recruté, on a affaire à un professionnel extraordinaire. C'est quelqu'un qui venait du secteur hôtelier, et c'est pour ça qu'on l'a choisi à l'époque, justement sur sa compétence professionnelle. Trop souvent, on a tendance parfois dans les pouvoirs publics à se reproduire un peu entre nous. Là, on voulait ouvrir la boîte et avoir quelqu'un qui vienne du secteur, qui vienne nous appuyer dans nos politiques publiques de soutien. Et on est allé recruter quelqu'un qui venait du monde hôtelier. Moi, je peux dire que dans toutes les années, depuis que je travaille avec Patrick Bunting, j'ai un type qui aime Bruxelles, qui fait un bon travail pour Bruxelles. Je pense qu'il y a une petite guéguerre, des cicatrices mal refermées entre la Fédération Horeca et Patrick qui a présidé et fondé la Bruxelles Hotel Association. Je pense que les gens doivent se remettre autour de la table, mais ce sont des polémiques inutiles. Et je peux vous dire qu'en tout cas, Patrick Bunting était quelqu'un d'honnête et il a toute ma confiance. Mais est-ce qu'il y a conflit d'intérêt ou pas? Diriger une plateforme Mais la plateforme, c'est très simple. On a créé ça avec la Chambre de commerce. De nouveau, un partenariat entre le public et le privé. C'est quoi? C'est de permettre à des congrès et à des grands salons comme le Seafood, qui va ouvrir dans quelques jours, de pré-réserver des chambres d'hôtel. Vous savez, on a un gros problème à Bruxelles, c'est que par moment, les hôtels vendent leurs chambres trop peu cher. Donc on a une capitale trop bon marché, ça peut paraître bizarre pour un échevin de dire ça, et par moment on multiplie les prix par 3 ou 4 avec ce qui devrait être normal, ce que n'aiment pas les organisateurs. Et donc on a vraiment créé cette plateforme qui est un mandat gratuit, qui doit permettre à la Chambre de commerce, au secteur hôtelier, de travailler à cette pré-réservation. Tous les hôtels peuvent participer. Tous les hôtels peuvent participer, donc il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Et je rappelle, Patrick Bunting, de cette association au titre d'administrateur délégué de Visite Bruxelles. C'est donc normal qu'il en soit le vice-président. Alors, secteur des taxis, ça, évidemment, on en parle beaucoup aussi. Pascal Smet sera d'ailleurs mon invité demain là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau plan? Officiellement, on ne le connaît pas, mais il y a déjà eu quelques fuites en disant qu'on voulait des licences pour tout le monde, qu'on voulait moderniser davantage le secteur taxi. Est-ce que vous êtes d'accord de voir ce plan taxi évoluer? Le PS avait bloqué sur ce plan il y a 2 ans. Je veux être aussi très clair sur une chose. Les chauffeurs de taxi sont des travailleurs qui ne sont pas des gens du tout, si vous permettez l'expression, qui roulent sur l'or. C'est souvent, moi j'habite le quartier Anne-Essens, beaucoup sont chauffeurs de taxi dans mon quartier. C'est un métier dur, je veux d'abord qu'on le comprenne. À côté de cela, il faut reconnaître qu'il y avait des arnaques.
que c'était un métier qui devait être régulé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut en permanence maintenir le dialogue et la concertation. Alors, à la fois, ce secteur doit se moderniser. Et je vais vous donner un exemple très simple de modernisation. Aujourd'hui, à Bruxelles Expo, vous le savez, on a un grand congrès, je viens d'en parler, qui est le congrès Seafood, le salon mondial de l'alimentation marine. C'est plus de 30 000 visiteurs qui viennent de plus de 150 pays avec vraiment des gens du monde entier. Et on avait beaucoup de problèmes avec les taxis parce que, voilà, on a eu des conflits, des arnaques, des escroqueries, tout cela. On a développé, avec une application qui vient du secteur de taxi, qui est Taxi Too Share, un moyen de partager le taxi entre les différents occupants. Eh bien, aujourd'hui, la plateforme Seafood et Bruxelles Expo promotionne les taxis bruxellois. Preuve qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente. Mais j'ai un message quand même aux taxis bruxellois. Ne ratez pas l'opportunité de vous moderniser. Parce que sinon, à un moment donné, la société elle va aller plus vite que vous et tout le monde va perdre. Et donc, je veux qu'on pense aux chauffeurs de taxi qui sont des travailleurs, qui essaient de bien faire leur boulot et en même temps que les consommateurs trouvent un service de qualité. Mais ils veulent faire disparaître, les taximens, quand on leur demande, ils veulent faire disparaître Uber. Or, on voit que ce service Uber, ça fait plaisir aux consommateurs. Oui, mais vous ne pouvez pas, à un moment donné, demander à un pouvoir public de uniquement promotionner un service qui pourrait être établi sur la fraude. Donc, voilà, c'est clair qu'un taxi est moins cher si les gens ne payent pas leur loi sociale, si à un moment donné, il n'y a pas ces choses-là. Vous savez, ça paraît ringard de parler de sécurité sociale, c'est ce qui constitue l'ADN de notre pays, c'est ce qui finance nos soins de santé, c'est ce qui finance nos pensions. Si on accepte aujourd'hui de considérer qu'institutionnaliser quelque chose où un opérateur dit, dans le fond, moi je ne me préoccupe pas de la façon dont les gens sont payés, en fait, on oppose deux catégories sociales. En fait, les chauffeurs d'Uber et les chauffeurs de taxi réguliers, on les oppose et c'est un combat entre des ouvriers de la route, oui, mais des ouvriers. Et ça, je ne veux pas à un moment donné que certains tirent une richesse du combat par rapport à une certaine classe sociale. Mais est-ce que c'est normal qu'il faille 2 ans, et ça peut-être au minimum, pour aboutir à un plan taxi en fonction de l'arrivée d'Uber? Comment ça se fait que ça met autant de temps, que le ministre mette autant de temps? Je vais juste dire une chose. Le problème Uber, il est mondial et il n'est pas réglé dans beaucoup de pays. Si je dois reprendre sur un autre, les mécanismes d'ubérisation de la société, on peut quand même donner un crédit à ce gouvernement d'avoir réglé, par exemple, toute la problématique Airbnb, qui est un peu dans le même principe, où des gens louent un peu leur chambre, un peu comme ils le veulent, ce qui est très bien. On a toujours connu des gens qui louaient leur résidence, sauf qu'ici, certains avaient professionnalisé cela sans permettre de normes de sécurité. La région bruxelloise a pris les devants et elle est aujourd'hui citée en exemple dans la façon dont elle a organisé cela. Elle doit demain être citée en exemple sur la façon dont elle a organisé le secteur du taxi. Merci Philippe Claus. Merci à vous. On se retrouve demain pour une autre interview donc avec Pascal Smet. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.